Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées. Face au silence, à l'impunité, à la violence patriarcale. Nous avons choisi la sororité, l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe, collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. Nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Je suis Stéphanie, je viens de Dijon, j'ai 53 ans. Je suis thérapeute et j'ai une fille de 24 ans que j'ai élevée toute seule. Je suis militante féministe depuis 10 ans cette année. Donc ça c'est central, en fait c'est parce que je suis féministe que je suis devenue thérapeute. Tu fais démarrer ton féminisme à l'année 2015. Il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement particulier. Qu'est-ce que c'est qui a fait démarrer ça en 2015 ? Alors oui, effectivement, en 2011, j'ai été victime d'un viol par soumission chimique par un collègue de travail. Alors bien sûr, je ne l'ai pas su tout de suite, le temps de réaliser, le temps de travailler. Et en fait, quand j'ai cherché des solutions, de l'aide, du soutien, des outils de compréhension, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place. C'est le féminisme qui m'a apporté les réponses en fait. Donc quand j'ai trouvé les réponses pour moi, j'ai voulu m'investir dans le mouvement féministe et puis transmettre ces ressources aussi à d'autres femmes. Parce que j'imaginais bien que j'étais pas la seule à avoir besoin de ces réponses. À quel moment tu as entendu parler du procès Pellico et ça a été quoi ta réaction ? Je ne saurais plus dire exactement quand est-ce que j'en ai entendu parler la première fois. Forcément quand les médias en ont parlé, je ne sais pas le dater. Mais en tout cas, c'est soumission chimique, ça a fait un déclencheur en moi. Parce que même moi, même si je l'ai réalisé, je l'ai réenfoui derrière. La soumission chimique. Je suis restée sur la domination masculine, sur le viol systémique des femmes. Mais la soumission, c'était de repasser sous silence. Donc quand je l'ai vu dans les journaux, ça m'a remis cette thématique à l'avant et j'ai voulu être présente. Donc j'ai posé des questions dans mon réseau aux copines. Est-ce qu'on va faire quelque chose ? Qui fait quelque chose ? Qui sera là au procès ? C'est important qu'on y soit, c'est important qu'on fasse parler de ce sujet. Et les Amazones d'Avignon ont répondu oui, nous on y sera. D'accord. À quel moment tu as décidé que tu allais participer ? Comment ça s'est passé, cette prise de contact ? Et finalement, comment tu t'es engagée concrètement ? J'ai contacté les Amazones par le biais de Blandine. Elles m'ont informé qu'elles organisaient une manifestation en soutien à Gisèle et en résistance contre les 51 violeurs, bien évidemment, pour l'ouverture du procès le 2 septembre. Donc je me suis organisée pour venir ici, j'ai été logée, on a répété pour le AK. Ma fille nous a rejoints aussi à la dernière minute. C'était vraiment un moment très fort. Alors tu disais à un moment que ce que tu attendais du procès Pellico, c'était une reconnaissance sans contestation de l'intentionnalité. Pour quelle raison c'était cette chose-là qui te pressait ? C'est vrai que la veille de l'ouverture du procès, donc le 1er septembre, il y avait une journée des associations à Avignon et j'ai fait ma pancarte sur un recto, c'était violeur de Mazan, horreur au bois dormant, et de l'autre côté c'était et toi, c'était quoi ton excuse ? Parce que dans ma tête, par rapport aux autres viols d'habitude, j'accompagne des femmes victimes de violences à caractère sexuel. C'est toujours parole contre parole, il n'y a jamais de preuves. Là, on sait qu'il y a des preuves, donc je m'étais dit, là, ils pourront pas trouver d'échappatoire, ils pourront pas dire elle voulait, elle était consentante. Ils ont toujours une bonne excuse, de toute façon. C'est ça. Donc là, dans ma tête, moi, j'étais persuadée que là, ils ne pourraient pas trouver des excuses bidons comme ils le font tout le temps pour sauver leurs fesses. Et pourtant, ils en ont trouvé plein. Ils sont tous nés avant la honte. Oui, c'est ça, tous nés avant la honte. Ouais. Donc, tu étais là effectivement le 1er septembre pour préparer. Le 1er septembre au soir, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu peux raconter ? On est allé coller. Incroyable moment. C'est la première fois de ma vie que je collais. Et j'ai eu le plaisir de partager ça avec toutes les Amazones et avec ma fille.
Ouais. C'était vraiment puissant. Ces femmes qui prennent la place de l'espace public, qui mettent les messages, on a collé, c'était vraiment s'entraider, se soutenir, se porter. Littéralement, oui. Vraiment, se porter littéralement pour aller atteindre des hauteurs pas atteignables de sa hauteur de femme. Et j'ai été aussi impressionnée par les réactions des hommes qui passent dans la rue. C'est la première fois que je collais. Voir les hommes qui s'arrêtent, qui font des commentaires, qui nous parlent en essayant de nous intimider, en essayant de nous renvoyer à notre place parce qu'on n'a rien à foutre dans la rue à cette heure-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Mais on était tous ensemble et ça, c'était vraiment d'être là et cause toujours, gars, passe ton chemin. Donc ensuite, on arrive au premier procès, donc le 2 septembre. Tu racontes un peu comment ça s'est passé pour toi ? Alors d'abord, quand les Amazones disent on y va, on prend la place, on prend c'est quoi, 2 fois 3 voies, c'est ça? Ah oui, 2 fois 2 voies, ouais, oui, presque 2 fois 3 voies, parce qu'il y avait la voie. C'est immense le boulevard devant le palais de justice. Oui. Moi, je suis pas d'ici, je le répète, donc je connais pas le secteur. Et quand les Amazones disent on y va, on prend la place, moi je fais attention, c'est interdit, on n'a pas le droit d'aller, c'est dangereux aussi. Il y a les voitures, il y a les voitures qui commencent à klaxonner, à s'énerver, les bus. J'ai ma fille aussi, donc j'ai un œil sur ma fille. J'ai pas envie qu'une voiture avec un homme en colère la foute en l'air ou foute en l'air une autre copine qui est présente. Donc il y a un peu cette obéissance. Qu'il faut désapprendre. Voilà, qu'il faut désapprendre, clairement. Et ça, c'est quelque chose que je travaille encore. Et c'est très inspirant d'avoir fait ça, en fait, avec vous toutes. Donc voilà, on prend la place. La police dévie les voitures. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se pose, qui s'installe. On est là, on est tout ensemble. Et puis, voilà, il y a la lecture du communiqué de presse. Il y a les journalistes qui arrivent. Moi, je reconnais un ami dijonnais qui est dessinateur en cour d'assises. J'ai une pensée pour mon amie aussi, dijonnaise, qui était présidente de Solidarité Femmes et qui est décédée il y a 2 ans d'un cancer. Donc on est là tout ensemble, les présentes et les absentes, mais pour être ensemble face à la violence des hommes. Tu parles beaucoup de la présence de ta fille. Qu'est-ce que c'était pour toi? C'était un soutien affectif ou c'était plutôt une responsabilité supplémentaire ou peut-être quelque chose d'autre? C'était un petit peu tout à la fois. Effectivement, c'était un soutien affectif, mais un petit peu de souci, oui, de maman forcément. Prendre soin de ma fille, c'est aussi ma responsabilité, mais il y a aussi cette résistance contre l'oppression et les violences intrafamiliales. Résister à ça toute seule, c'est quelque chose, mais résister à ça à 2, mère et fille, ça c'est le nœud du patriarcat. Les mères et les filles, on ne doit pas faire alliance, on doit être l'une contre l'autre. Ma mère me l'avait dit un jour d'ailleurs, je te souhaite d'en chier avec ta fille autant que toi tu m'en as fait chier. Bah tiens. En fait non. T'as tout raté quoi. J'ai tout raté. Donc ça c'était vraiment très fort pour moi d'être là avec ma fille dans cette alliance et dans cette dénonciation des violences intrafamiliales. D'autres moments tu es venu ou d'autres choses que tu racontais sur ton engagement dans toute cette longueur, parce qu'en fait au début le 2 septembre, c'était normalement un coup unique, puisqu'on pensait, jusque peu de temps avant le procès, que ce serait un huis clos. Oui. Et on a su que le procès allait durer 4 mois et qu'il serait ouvert, et donc il a fallu organiser ça. Et donc on a eu d'autres moments ensuite. Même de loin, j'ai vécu le procès au quotidien. Le matin, dès que j'ouvrais les yeux, j'ouvrais mon téléphone, j'allais voir ce qu'il y avait dans la presse sur Mazan. Je lisais les messages des amis des Amazones qui avaient participé au procès la veille. Oui, parce alors qu'ils s'organisaient pour y être tous les jours. En fait, on avait un groupe WhatsApp, je crois que voilà. C'est de ça que tu parles. C'est ça que je parle, voilà. Donc lire les nouvelles des femmes qui étaient présentes au quotidien au procès, lire ce qui sortait dans la presse, écouter les interviews des copines, voir comment ça évoluait le soir avant de m'endormir. C'était aussi, voilà, j'ai vécu même de loin le procès Mazan avec beaucoup d'envahissement émotionnel et psychique. Enfin, c'était une obsession en fait. Je pensais qu'à ça, comme nous toutes d'ailleurs. Je crois que même des femmes qui ne sont pas du tout venues au procès, bien évidemment, étaient complètement obsédées par ce qui se passait. Ouais. Oui. Et puis donc après, je suis revenue le 25 novembre pour la journée internationale d'élimination des violences à l'égard des femmes. C'était important pour moi, je voyais pas où célébrer, résister à cette journée ailleurs qu'à Avignon.
Donc c'était une journée très très forte, le 25. Là, on était dehors, chacune, toutes celles qui avaient envie pouvaient prendre la parole. Il y avait les médias, mais on était surtout entre nous, avec des femmes venues de partout, comme d'ailleurs le 2 septembre. Hein. Donc faire entendre notre voix en résistance aux voix des violeurs, de leur soutien, de leurs avocats, la viol. Donc nous, on était dehors et on était en sororité, ensemble, et à prendre la parole en contrepoids. Il y a eu aussi la soirée du 25 novembre. On a attendu Gisèle. Tu te souviens de ce moment un peu devant le tribunal, toute concentrée devant la sortie du... Oui. C'est marrant, tu n'en parles pas du tout alors que c'était vachement fort. Non, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de... Ouais. Tout agglutiné comme ça, et que quand Gisèle est arrivée, j'ai crié « laissez-la passer ». Oui, avec Malou, militante suisse, et Virginie, effectivement. Virginie qui était là aussi, on était toutes les trois, et on a pris la liste des noms et prénoms des violeurs, et on l'a lu. On a verbalisé leurs noms, puisque ça, c'était un vrai sujet pendant tout le procès, préserver l'anonymat de ces pauvres petits violeurs. Donc non, à chaque fois qu'on disait un nom, un prénom, la honte, honte, c'est ça, toute la foule hurlait la honte. Voilà, toute la foule hurlait la honte, et ça c'était vraiment... En fait, c'était démarré très spontanément, oui. Et en fait, la foule a suivi, oui. Et à chaque fois, voilà, vous disiez le nom d'un violeur, et on hurlait la honte. C'était très fort, moi je m'en souviens, c'était... Oui, là t'en parles. On y était, moi aussi, je repense à ce moment. C'est drôle que tu l'aies évoqué spontanément, parce que c'était très puissant. Bah oui, mais tu vois, moi je suis thérapeute et les mécanismes du psychotrauma, je vois bien ce que c'est. Donc voilà, parler, passer des journées pareilles, côtoyer, voir des violeurs devant le tribunal qui nous narguent, qui nous font des fucks. Enfin, c'est pas sans conséquence pour les militantes en fait. Sûr. Donc ouais, j'ai des trous aussi, forcément. Et toi, Issata, qu'est-ce que t'en as pensé de ce moment? Moi aussi, je l'avais oublié. Mais alors c'est marrant parce que je me rappelais plus de la honte. Il me semblait qu'il disait violeur à chaque fois, qu'elle disait violeur à chaque fois. Je crois bien qu'on disait la honte. Ouais. Ah oui. Peut-être voilà. violeur aussi. Qui avait un nom et puis violeur, violeur. Ah oui, c'est possible. En tout cas, la foule était à l'unisson. Oui. Et je l'avais oublié, et pourtant c'était un moment très fort, et c'était aussi un soutien vis-à-vis de toutes ces questions qui s'étaient posées avant sur ah là là, mon Dieu, on n'a pas le droit de faire ça, oui, on n'a pas le droit de violer non plus, et non. Donc c'est ça. Ça devient presque plus grave de dire le nom du violeur que d'avoir violé. C'est vrai que c'était le moment, en fait, le 25 novembre, où... Ah oui, on a eu une frustration énorme, parce que je crois que c'était le jour où il y a eu les plaidoiries des avocats, et nous, on était là, donc c'était le 25 novembre, donc on était quand même une foule devant le tribunal, il y avait énormément de médias, et... ces crevures, ils les ont fait sortir par derrière, vous vous souvenez? Oui, parce que nous, on les attendait, et ils sont partis, comme des péteux, là, par l'arrière. Et on était quand même un peu énervés. Oui, on voulait leur faire la haie de la honte. Ouais, et en fait, ils nous ont, la justice a encore protégé ces pauvres hommes avec nos pancartes. C'est vrai que ça, c'est vraiment dangereux, les pancartes pour les violeurs. Ah oui. Donc, en riposte, c'est là qu'on a lu la liste des noms, effectivement. Ça y est, ça me revient. Et ça s'est clôturé à la fin. Par la sortie de Gisèle. Voilà. Effectivement. Où là, on lui a fait une haie d'honneur et on l'a applaudi. La foule s'est écartée. Oui. Et la seule avocate qui a eu le courage de passer devant, il faut quand même le souligner, c'est Béatrice Zavarro, qui est donc l'avocate de Dominique Pellicot, qui est une femme qui a quand même vraiment, heureusement, qui a un peu sauvé l'honneur de sa profession pendant ce procès. C'est vrai. Il y a d'ailleurs des reportages qui ont fait croire que nous étions en train de la huer. Oui, alors c'est évidemment complètement faux, évidemment. Déjà parce qu'on ne hue pas les femmes, parce qu'on est féministe, pour commencer. Et puis, évidemment, pas du tout. On était très furieuses que les violeurs nous échappent encore une fois. On peut peut-être passer au... Enfin, tu es revenue encore? Oui, je suis revenue encore pour le verdict. Oui, c'était pour l'arrivée des Espagnols, le lendemain du verdict. Donc, le matin du verdict, effectivement, on est toutes là, et je suis là aussi, de bonne heure, devant le tribunal.
Je suis encore une fois étonnée, hein. Déjà le 2 septembre, j'étais étonnée, on n'était même pas 30, alors qu'ils sont 51. Au verdict, il y a plus de monde que ça, mais c'est pas non plus une foule de gens. En fait. Il y a surtout des journalistes, en fait. Il y a surtout des journalistes qui n'ont pas pu rentrer, effectivement. Donc il y a beaucoup de journalistes dehors, mais il y a très peu de monde de la société civile, en fait. Oui, disons quand même beaucoup plus qu'au début. Beaucoup plus, c'est vrai. Le premier jour, on avait peut-être... on avait peut-être quoi, 10 personnes en face de nous. Oui. Donc voilà l'attente, on scrute les réseaux sociaux, des journalistes qui sont à l'intérieur, je me rappelle énoncer le verdict violeur après violeur, leur nom, la peine prononcée, et puis je me rappelle aussi la sortie de cet avocat, Maître Bruchy. J'avais pas bien identifié sa tête, hein. Voilà, j'étais venue 2 fois avant. Enfin, j'ai fait un tableau avec chaque accusé, par qui il était défendu, quel avocat, une femme, un homme, quelle était la stratégie de défense de son avocat, quelles étaient les condamnations additionnelles, hein, détention d'images pédoporno pour beaucoup d'entre eux. Donc, mais j'avais pas identifié la tête de Maître Bruchy, et tout d'un coup, je vois ce gars avec une tête d'illuminé, vraiment. Il a des gros yeux tout ronds, on dirait qu'il vient de prendre un rail de coke. Oui. Ouais, sérieusement, il a pris un sacré shoot de je sais pas quoi. En tout cas, il était surexcité, avec ses gros yeux tout ronds, là, et son espèce de sourire. Et il se met en face de nous, puis il cherche nos regards, en fait. Donc, à un moment donné, j'accroche son regard et je lui fais signe, coucou! Et là, c'est là qu'il scande son mon client a un message pour vous. Ouais. Il est libre et il vous dit merde. Ouais. Quelle horreur. Et là, j'ai dégoupillé, comme on peut dire. Ouais. Voilà. Dans la désobéissance féministe que j'ai appris et que j'ai intégrée depuis le 2 septembre, renforcée le 25 novembre, bah là, en fait, j'explose et je lui crie ta gueule, collabo, ta gueule. Moi, je pense que tu as été quand même très gentil, parce que je pense que moi, personnellement, je crois que je retenais Valentine, physiquement, pour pas qu'elle aille lui casser la gueule. Oui. Je crois qu'il essayait, en fait, de nous faire vraiment vriller, et on a été encore très gentils. Hein. Bah oui, on a été très gentils, mais c'est vrai que c'est vraiment... On n'a pas vrillé. Non. Voilà. On n'a pas vrillé, c'est vrai. Non, je lui ai dit ta gueule, collabo, ta gueule. Voilà. Bien sûr. Je me rappelle que j'étais à côté de toi. Moi, je disais toi et je faisais une autre avec lui. Oui, mon envie première, c'était de lui sauter à la gorge. Hein. Mais bon, on fait pas ça puisque quand on est féministe, on est contre la violence. Mais là, vraiment, ça dépend. Ça dépend. Mais là, c'était violence, mais peut-être pas contre la vengeance. C'est ça. Voilà, la justice. La justice, ouais. Face à l'injustice des hommes. Mais là, vraiment, j'ai trouvé ça indigne et j'ai signalé au barreau de Lyon, dont il dépend. J'ai eu 0 nouvelle. En tout cas, il s'est fait de la pub ce jour-là, ce connard. Oui, il a bien montré à tous les violeurs, vous pouvez venir me voir, regardez comme je les humilie, ces hystériques de tricoteuses, et comme je défends bien les violeurs, ils sont libres. Après avoir violé une femme. C'est ça. Voilà. Alors, moi, j'ai une question à poser. Je ne sais plus exactement à quel moment tu en as parlé, mais tu as associé la soumission chimique et l'intimité. Et je me suis demandé, j'avais 2 interprétations. Tu parlais de l'intimité parce que ça s'est passé dans la chambre conjugale de Gisèle Pélicot, donc c'était peut-être ça. Mais j'ai pensé aussi à autre chose, et c'était peut-être à ça que tu faisais allusion. C'est la soumission chimique, en fait, ça pénètre dans notre intérieur. Est-ce que c'est pas ça, cette attaque spécifique de la soumission chimique à l'intimité? Oui, effectivement, je pense que c'est vraiment un sujet que j'ai besoin de creuser encore, mais il y a tellement peu de femmes qui le disent. Moi, je sais que le fait d'avoir été, d'être venue avec vous les Amazones, d'avoir fait partie des Amazones et en soutien de Gisèle au procès, j'ai des femmes que j'accompagne en thérapie qui m'ont dit Stéphanie, on t'a vu sur les réseaux, on t'a vu dans le journal, et du coup, ça y est, ça me revient. Je me rappelle, je pense à cette femme en l'occurrence, dont bien sûr je tairai le nom, mais le père est un père incestueux, médecin, généraliste, macho patenté, il a 3 filles, la mère est à la maison, travaille pas, c'est elle qui a la charge domestique.
Monsieur lève jamais le petit doigt. Par contre, il y a quelque chose que mon père aimait bien nous faire. C'était une petite tisane le soir à maman et à nous trois. Il y a une autre femme qui m'a dit oh là là, depuis que je t'ai vue au procès d'Avignon, là, je me souviens de la soirée d'intégration, première année de médecine. Il s'est passé des choses et c'est pas... Donc en fait, je me rends compte moi-même aussi. Je me souviens quand j'ai tellement peu de souvenirs de mon enfance que je me questionne vraiment sur le fait est-ce que j'ai été soumise chimiquement dans ma famille, je pense. C'est mon intime conviction. Après, voilà, encore une fois, je n'ai pas de preuves, hein, comme d'habitude, mais c'est mon intime conviction. Puisque donc ma fille, quand elle était plus petite et qu'elle allait encore chez son géniteur, comme elle veut qu'on l'appelle, il venait la chercher, il l'emmenait en train. Et ma mère me disait tout le temps, mais c'est pas possible, comment il fait pour l'emmener? Il doit lui donner des médicaments, tu sais, il y a ce sirop-là, et puis ce sirop-là, et puis ce sirop-là. Vraiment, ça shoote les enfants, je suis sûre qu'il fait ça. Et à l'époque, j'étais plutôt dans la panique de laisser partir ma petite fille qui connaissait pas son géniteur, donc avec un inconnu quand même. Donc j'ai pas fait attention aux mots de ma mère, mais après ça m'a beaucoup... Je me dis, mais comment ça se fait qu'elle sait tout ça? Enfin moi, je serais incapable de dire quel sirop a des effets sédatifs sur quiconque. En fait, j'ai pas cette compétence ni cette connaissance-là. Ma mère l'avait. Mmh. Donc voilà. Entre ce que j'entends tous les jours dans mon travail aux côtés des femmes victimes de violences à caractère sexuel et mon expérience à moi, je me rends compte que c'est un phénomène qui est très peu connu parce que c'est camouflé, hein, comme le papa docteur. On peut très, très raisonnablement penser qu'effectivement le gros macho qui levait jamais ses fesses et qui faisait jamais rien pour les 4 femmes de la maison, à part lui faire une tisane pour penser que c'était un incestueux, voilà. Un incestueux. La tisane, malheureusement, je l'ai entendu par plusieurs femmes. Voilà. Le papa qui fait, ou le beau-père qui fait la tisane le soir. Voilà, je l'entends trop souvent, donc je me dis qu'effectivement c'est un mode opératoire qui doit vraiment être très souvent utilisé, mais on ne peut pas le vérifier. D'où l'importance du combat que mène Caroline Darian avec son association On dort pas. Oui. Justement pour sensibiliser à ça et puis trouver des accords avec les sociétés pharmaceutiques pour rendre plus détectables les médicaments qui sont utilisés, sensibiliser aussi les médecins, les pharmaciens, etc. C'est très important, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est vraiment un phénomène d'ampleur. Bien évidemment, hein, quand on voit de toute façon le départ du dossier, le mode opératoire de Pellico, c'est bien un infirmier qui d'abord lui a dit... Exactement. Quel produit utiliser pour endormir sa femme, quoi. Parce qu'elle refusait une pratique humiliante qu'on appelle sexuelle. Donc ça se sait, ils le savent, ils l'utilisent de façon massive, ça j'en ai l'intime conviction. Mais mettre le doigt dessus, c'est compliqué. Mais cette parole de ma mère, elle reste beaucoup dans ma tête. Si on parlait de la sororité maintenant, oui. Puisque on va passer à des choses positives, on va assez parler de ces horreurs. Pour toi, qu'est-ce que ça évoque, ce mot sororité? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça provoque en toi? Déjà, je trouve que c'est un mot que je ne connaissais pas avant de rentrer en féminisme. J'avais jamais entendu parler de ce mot. Fraternité, bien sûr, on l'entend, on le lit depuis notre petite enfance, hein, sur les frontons des mairies, des écoles. Donc, j'ai découvert ce mot en féminisme, donc depuis une dizaine d'années seulement. Le deuxième constat que je fais avec la sororité, c'est que la sororité a été accessible pour les autres femmes d'abord. J'ai réussi, moi, à être sorore pour et avec les autres, avant d'y arriver aujourd'hui à y être pour et avec moi. C'est bien que tu t'inclues dans la communauté des femmes, c'est formidable. Parce que les violences masculines et systémiques, ça comme conséquence, c'est que ça provoque beaucoup de haine de soi, de détestation de soi, et de l'autre aussi, hein, des autres femmes. Puisque les hommes nous divisent en 2 catégories, hein, celles qu'ils épousent et celles qu'ils consomment. Je vais rester polie. Même dans les épouses, il y a les bonnes épouses puis les mauvaises épouses. Il y a encore des sous-divisions. Dans celles qu'ils consomment, il y a celles qu'ils achètent, il y a celles qu'ils louent, il y a celles qu'ils violent. Comme on a une haine de soi, on a aussi beaucoup de haine des autres femmes. Et ça, c'est difficile de faire alliance pour résister aux violences systémiques. Et ça, c'est vraiment la grande victoire des hommes et du patriarcat, c'est qu'ils ont même plus à agir. En fait, on finit par agir, même la haine et la division entre nous. Je fais beaucoup référence à Christine Delphi sur son texte « Nos amis et nous ».
Ce qui est haine de soi dans les reproductions de violences entre les femmes est complètement haine de l'autre pour les hommes. Hein. Les hommes savent qu'on est l'autre et... Ah oui, on est unis dans la détestation des femmes. C'est ça. Exactement. Voilà, exactement. Eux contre nous et nous, oui. Contre nous-mêmes. Contre nous-mêmes et les autres femmes. Donc la sororité, c'était vraiment quelque chose que je connaissais pas et que j'apprends à construire. Parce que c'est pas quelque chose d'inné et de spontané. À l'issue du procès, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a existé pendant le procès et éventuellement quelque chose qui perdure? Ah bien sûr, oui, c'est quelque chose qui a existé au procès. Enfin, pour moi en tout cas, clairement, qui vient de Dijon. Arriver dans le groupe des Amazones, vous rencontrer, partager des moments de résistance, de collage, de haka, mais aussi un dîner, une soirée, une tisane, un apéritif, rire, parler, s'écouter, s'entendre, se regarder, prendre des nouvelles les unes des autres. Voilà, c'est quelque chose qui s'est fait et qui continue à se faire, qui perdure. Et c'est très précieux pour moi. Et du coup, quand tu repenses au procès, qu'est-ce que tu ressens quand tu repenses à nos actions, à tout ce qu'on a fait? Et qu'est-ce que tu en as gardé? Quand je repense au procès, j'ai toute une panoplie d'émotions et de souvenirs qui sont très, très variés. J'ai beaucoup de fierté, avoir été là, face à eux, en disant on vous voit, on sait qui vous êtes. Donc il y a beaucoup de fierté. Fierté aussi d'avoir intégré ce collectif des Amazones d'Avignon. Je trouve que vous êtes des femmes incroyables. C'est vraiment une joie d'être avec vous. Il y a aussi le premier jour du procès, le 2, après le haka, on s'est toutes dispersées. Et j'ai voulu essayer d'aller à l'audience l'après-midi. Ma fille est venue avec moi et... T'as pas fait que vouloir y aller, tu y es allée. Oui, j'y suis allée, effectivement. Et vu qu'il n'y avait pas de public, c'était très facile. C'était très facile. Par contre, j'avais pas pris la mesure que j'aurais des violeurs devant moi, derrière moi, à la file d'attente pour rentrer au contrôle au tribunal. Que finalement l'audience a été levée et qu'ils sont passés devant ma fille et moi en la regardant, elle, comme un morceau de viande. Donc ça, j'ai beaucoup de dégoût avec ça, encore. Mais j'ai aussi beaucoup de force, de joie. C'est plutôt un bilan très positif. C'est pareil, c'est comme les Espagnols, le lendemain du verdict, elles avaient réservé 2 bus pour venir quand elles étaient là, les entendre chanter leurs slogans, leurs chansons, la fête qu'on a fait après le soir, tout ensemble. Les discussions qu'on a eues les unes avec les autres, voilà, ça a permis tout ça aussi. Ça a permis de rencontrer des femmes que je ne connaissais pas, avec qui je partage, oui, des valeurs, vraiment. Ce que je garde, c'est ça, en fait. J'ai rencontré des amis, des femmes avec qui j'aime rester en lien. Et c'est très précieux, oui. Ça disparaît pas. Non. Est-ce que tu as ressenti des séquelles ou des conséquences de ton engagement pendant ce procès? Oui, c'était vraiment, comme je le disais, beaucoup de... Je vais mettre le mot, hein, c'est du traumatisme vicariant. Hein. Moi, je suis thérapeute, donc le psychotrauma, c'est mon domaine d'expertise. Le traumatisme vicariant, à être confronté tous les jours à des détails, à une répétition d'actes criminels, misogynes. C'est pas sans conséquence sur aucune de nous, en fait. Toutes les femmes qui étaient là, et même toutes les femmes qui n'étaient pas là, mais qui lisaient les nouvelles, en fait, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur nous. Donc oui, ça m'a beaucoup réactivé, psychotraumatologiquement parlant. Des difficultés à dormir, des difficultés avec des ruminations, c'était vraiment une obsession il faut que ces gars, ils payent, en fait. Ça peut pas. Donc, c'était vraiment... Puis, dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne, en dehors du procès, donc à Dijon, les gens comprennent pas. Les gens sont loin. Même les copines féministes dijonnaises, elles étaient loin d'imaginer ce que ça fait d'être là. Il y en a qui ont voulu venir, puis se sont désistées parce qu'elles ont bien senti que c'était trop impliquant pour elles. C'est sûr que c'était très difficile. Bien sûr. Et je crois que c'est aussi la raison pour laquelle on fait le podcast, c'est que je pense que c'est important d'être capable de dresser un vrai bilan de ce qui s'est passé, oui. Et notamment sur ce que ça nous a coûté. Parce que c'est très facile de regarder les choses avec du recul en disant, bah oui, bon, il y a eu des collages qui sont arrivés presque tout seuls sur les murs, etc.
En fait, c'est aussi important de savoir ce que ça nous a coûté et ce que ça nous coûte encore. Oui, là je vais vraiment aussi parler de trauma vicarien puis victimisation secondaire en fait. Hein. Moi dans mon entourage, tout le monde m'a dit mais Stéphanie, il faut que tu prennes du recul. Même mes copines féministes me disaient mais arrête de penser à ça. T'es trop impliquée, il faut que tu prennes du recul. Yaka, Faucon, fais ci, fais ça. Enfin, c'est quoi cette façon de réagir en fait? C'est complètement naze plutôt que de prendre un moment puis de me dire est-ce que tu as besoin... Enfin voilà, viens, on va boire un café, je comprends ce que tu ressens. C'est non, tu devrais te détendre, va te faire masser, va à la piscine, va au cinéma, change-toi les idées. Mais non, en fait, je peux pas me changer les idées. En réalité, je pense que les personnes qui étaient les plus aptes à prendre soin, c'était nous-mêmes. C'est ça. Et c'était aussi pour ça que c'était très important, cette conversation ininterrompue qu'on avait notamment sur le WhatsApp, pour arriver à prendre soin les unes des autres et à débriefer au fil de l'eau. Ouais. Et puis l'autre chose que je voudrais aussi évoquer, c'est que ça m'a vraiment rendue encore plus méfiante sur les bons pères de famille. Oui. Voilà, les bons pères de famille. J'ai vu le reportage, j'ai aussi envie de parler de Caroline. Un des reportages qui est passé avec Caroline et ses amis d'enfance, où on les entend parler, toutes les 4 je crois. Oui. Dire à quel point les amis de Caroline aimaient venir chez Pellico, parce que c'était une famille aimante, il y avait de la joie, il y avait du rire. Donc en fait, j'ai vraiment beaucoup de mal à regarder les bons pères de famille comme étant des bons pères de famille. Maintenant, j'ai tout le temps ce truc, mais... Ouais, ça fait partie des séquelles. Ça fait partie des séquelles, effectivement. C'est comme le féminisme, hein, à partir du moment où on commence à voir et à comprendre les violences et que le système qui permet leur reproduction, on n'a pas les mêmes lunettes que les gens qui sont encore... dissociés, sous emprise, dans le déni. On voit des choses que d'autres ne voient pas ou ne veulent pas voir. Tout ça avec un fond magistral de Not All Men. Ah oui, ça m'a eu un gigantesque Not All Men. Not All Men, oh oui, sur le premier mois, mais quand même pendant tout le procès, mais le premier mois c'était carrément affreux, quoi. Ouais. Le nombre d'hommes qui ont pris la parole parce qu'ils trouvaient nécessaire de dire mais pas tous les hommes. Oui, ça me fait penser à cet homme le dernier jour du verdict avec sa pancarte 15 fois plus grosse que voilà, même lui il prend tous les espaces. Le gars il arrive de Paris, il a fait une énorme pancarte et il s'arrange pour être devant, quoi. Et il se met devant avec sa méga grosse pancarte et il prend toute la place et il trouve ça super, il trouve que c'est une bonne idée. Même si vous invisibilisez, monsieur, si tu nous écoutes. Il a montré combien lui il avait une grosse. C'est ça, voilà, c'est moi qui est la plus grosse, j'ai failli le dire mais j'avais pas osé, mais voilà, c'est moi qui est la plus grosse, on a vraiment Not All Men, ça vraiment gardez-vous-le, mais par contre All Woman, hein. Je connais pas une femme. Donc messieurs, pendant les manifestations féministes, ayez la décence de rester derrière, s'il vous plaît. La décence. Voilà, si vous venez, restez derrière. Je voulais te poser une question, parce que tu as évoqué un petit peu l'anecdote, on va dire. J'avais envie de te demander, est-ce que tu as un regret pendant toutes ces actions? Et parce que tu as évoqué le moment où Blandine a couru après. J'aimerais bien que tu nous en parles. Parce que moi, je sais pas là. Ça restera. Voilà, ça c'était donc le 2 septembre. Le matin, on fait le haka. Comme je l'ai dit, la lecture du communiqué de presse. Après, on se disperse, on va déjeuner. Moi, je retourne au... On est quand même allé boire un pot tout ensemble. Oui. On en avait besoin. Oui. Oui. On a bu, on a pris toute une terrasse. La grande, on était très très nombreuses là autour de la table. Donc j'ai déjeuné rapidement pour retourner au procès et là le président de la cour a levé l'audience très rapidement, donc j'ai fait un message aux copines en disant l'audience est levée, revenez vite. Donc elles sont arrivées vite et on s'est retrouvés derrière le tribunal. On voulait mettre nos pancartes sous le nez des violeurs qui comparaissent détenus, c'est ça, qui repartaient en car derrière, donc bien sûr c'était sous bonne garde policière. Et puis, comme je le disais, moi j'avais, oh là là, on n'a pas le droit d'aller au milieu de la route, oh là là, on n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit, on doit être sage, voilà, donc toute cette désobéissance est bien marquée en moi. Et puis, la peur des hommes autoritaires, j'avais un père terrorisant, enfin, il existe encore, mais heureusement je suis plus en contact avec lui. Les hommes d'autorité, c'est quelque chose qui me fait encore peur aujourd'hui, qui me glace. Et donc, en face de moi, il y avait des flics. Donc, forcément, les hommes d'autorité avec leur tête
bien intimidantes, leur posture aussi, tout est intimidant. Et donc on avait nos pancartes, on attendait les détenus qui sortent, et puis tout d'un coup, Blandine lance les filles, on y va! Et hop, elle saute la rambarde, et elle part toute seule, parce qu'en fait, il y en a aucune qui va se je ne connais pas la raison des autres, hein, elles vous le raconteront. Et moi, par contre, je sais que j'étais face à un flic et c'était pas possible pour moi de bouger, en fait. J'ai dit, là, si je bouge, le mec, il va me plaquer. Et vraiment, j'étais encore dans la trouille, donc je suis restée figée. Mais imagine, voilà. C'est toi qui raconte. Faut nous expliquer quand même. C'est-à-dire qu'on était dans un sens unique. Donc, le bus devait passer devant nous. Exactement. Et la police a donné l'ordre au bus de prendre le contresens, en fait. Donc, de passer dans l'autre sens et de nous éviter. De nous priver. Voilà, de nous priver de ces quelques secondes où on aurait pu montrer nos pancartes aux violeurs. Et j'ai ressenti une telle frustration, une telle colère, je sais même pas, un mélange de tout, que je me suis dit, je me pardonnerai pas si j'y vais pas. J'ai pas réfléchi plus. J'ai sauté la barrière, effectivement, j'ai dit, on y va. Et les flics ont dit, madame, non, madame, vous avez pas le droit, madame. Et j'ai couru, voilà. Bon, il y a quand même une voiture qui t'a coupé la route, t'as couru. Mais du coup, ils se sont mis entre le bus et toi. Hein, faut les protéger, ces pauvres violeurs. Hein. Ouais. Une pancarte d'une féministe, vraiment. Alors, j'arrête pas de me dire aussi, peut-être qu'ils voulaient te protéger contre les gestes des violeurs dans le bus, qui t'auraient peut-être fait des gestes qui t'auraient aussi... Ça les a pas gênés, les autres. Mais je pense pas que c'est pour nous protéger, nous, que les flics font ça, clairement pas. Mais j'ai toujours un peu d'espoir, je dis. C'est ça le sujet. Hein. Garde-le, l'espoir. Ouais, c'est ça. Je dois dire qu'ils étaient super embêtés. Je comptais là-dessus, parce que ils avaient pas du tout envie de me molester. Non. Et du coup, j'ai foncé. Et donc, moi, je criais pendant ce temps-là parce qu'ils t'ont coupé la route en voiture et ils sont mis à 2, je crois, pour 3. 5. 5. Ah. Et là, du coup, j'ai crié laissez ma copine, faites pas de mal à ma copine. Non, ils étaient 5, à la fin, ils étaient 6. Même il y a une vidéo, heureusement, ça a été filmé. Ouais. Et là, vraiment, c'est le moment où j'ai senti que s'il y avait quoi que ce soit, là, par contre, je pouvais passer par-dessus la barrière. Te suivre comme ça en courant, non, mais s'ils étaient 5 sur toi et qui te faisaient du mal, là, oui, je pouvais passer la barrière. Mais ça reste aussi un moment assez fort. Mais je me rappelle aussi de quand on était derrière le tribunal qu'il y avait une épouse et un fils qui étaient derrière et qui attendaient de voir leur mari et leur papa monter dans le bus des détenus. Donc je me rappelle tout le soin qu'on avait pris d'ailleurs une d'entre nous est allée parler à cette mère et à ce fils en lui disant vous inquiétez pas là, on n'est pas là contre vous. Contrairement à ce que certains médias ont laissé penser qu'on s'en est pris aussi aux femmes, donc à mettre en avant aux femmes et conjointes ou ex-conjointes des violeurs, pas du tout. L'une d'entre nous est allée parler à cette femme et on a fait attention de rester loin pour ne pas être à côté d'eux. Ils ne sont en aucun cas responsables des actes et des violences de leur père ou de leur conjoint. Je tiens à dire aussi que, bien sûr, on était toutes dans cet état d'esprit, hein, que pour nous, les familles sont des co-victimes. Et même Gisèle, elle-même, avait cette posture-là, puisque le jour du verdict, elle a préféré ne pas venir sur notre manifestation dont elle était prévenue. Par égard pour les familles, les femmes en particulier, elle a préféré ne pas venir, en fait. Et voilà, c'est dans cet état d'esprit qu'on était aussi. Oui, bien sûr. Si on parlait des médias maintenant, qu'est-ce que tu as pensé de la couverture médiatique du procès, des messages que tu aurais voulu voir passer, comment ils sont passés ou pas passés, etc. Alors, en ce qui me concerne, c'était pas la première fois que j'étais confrontée, on va dire, aux médias. Dans le cadre de ma militance, depuis 10 ans, j'ai déjà été interviewée, j'ai déjà fait du direct dans des infos régionales. Donc c'est toujours, bien sûr, impliquant, mais j'ai été un peu déçue par les journalistes. Il y a une journaliste, en l'occurrence, qui, le 24 novembre, quand on avait refait des collages, la veille du 25, il y a plein de journalistes qui étaient là, ça j'ai jamais vu ça. Faire des collages avec autant de journalistes, c'est un truc de fou. Ouais. Jusqu'à la fin. Entre la première fois, le 1er septembre, où il y avait personne et c'était les gars qui passaient en voiture, en vélo, qui nous intimidaient. Après, on collait avec vous colliez et on collait avec les journalistes qui nous filmaient. C'était quand même assez démesuré, je trouve, mais c'était intéressant. Donc il y a une journaliste qui a pris mon contact, qui m'a interviewé le lendemain et qui m'a un peu accaparé en fait pour avoir son scoop, pour avoir ma parole uniquement pour son média. Là aussi, je pense que j'étais pas assez préparée c'est que non, pourquoi en fait pourquoi s'accaparer ma parole, pourquoi te donner l'exclusivité alors qu'en fait... C'était quel média ?
C'était Teva. Elle m'avait dit qu'elle m'enverrait le lien Les femmes de Mazan, là, c'est ça, le reportage sur Teva qui est passé avec les épouses, où effectivement l'extrait qu'on a vu, soi-disant, ont eu les conjointes et ex-conjointes des violeurs, ce qui est faux. Donc elle m'avait dit qu'elle m'enverrait le documentaire, parce qu'elle m'a jamais envoyé le lien pour le documentaire. Elle devait faire, je lui ai parlé de mon histoire aussi, à moi, très intime, très personnelle, encore avec d'autres faits que ceux de 2011 dont je parle aujourd'hui. Donc je lui ai confié une partie de mon histoire, mais je ne sais pas ce qu'elle va en faire en fait. Donc je trouve ça en fait très violent et maltraitant encore de me demander de parler, de me monopoliser et je sais pas ce qu'elle va en faire. Chez les journalistes, il y a vraiment une éthique à géométrie variable. On a eu des journalistes très très respectueux, qui très à l'écoute et qui ont vraiment retranscrit nos messages. Mais c'est pas forcément la norme. On a eu aussi beaucoup de journalistes, notamment les journalistes français. C'est vrai que les anglo-saxons ont beaucoup plus respecté ce qu'on disait, les Suisses aussi, les Canadiens aussi beaucoup. Mais sur certains médias français, il y avait un peu on était du consommable. C'est ça, on était du consommable. On leur permettait de faire des images. Ouais, c'est ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui me déplaît dans cette façon de faire. J'ai encore pu le constater la semaine dernière avec un collectif dijonnais suite à une affaire d'un prêtre pédo encore. Les journalistes, à partir du moment où on leur parle, on leur doit une loyauté en fait. Enfin, c'est pas tous, je veux pas faire une généralité. Nous, tous les journalistes. Non, c'est à partir du moment où on leur a parlé, ça y est, on leur doit une loyauté en fait. Non, c'est notre histoire. Elle nous appartient. Elle nous appartient et ils nous en dépossèdent quand ils font ça. Et cette journaliste de Teva, effectivement, je garde une certaine amertume. Avec le fait qu'elle m'empêche. On ne peut pas non plus faire l'impasse sur ces interviews. Non. Ils ont besoin de nous et on a besoin d'eux. Donc la difficulté, c'est de nouer un partenariat de confiance pour arriver à faire quelque chose de qualité. Ouais, ce qui est important, c'est qu'ils ne s'approprient pas nos histoires. C'est nos histoires, en fait, et ils ne peuvent pas reproduire une stratégie d'agresseur avec de l'intimidation. On doit être libre. Et quel est le message que tu aurais voulu passer et qui n'a pas été correctement repris par les médias ? Parce que là, t'as un média qui va pas filtrer. Je trouve que moi, ce qui me tourne beaucoup dans la tête, depuis le procès Mazan, c'est... Moi, je connais des femmes victimes. Je suis moi-même une victime survivante. J'écoute des femmes au quotidien. Mais dans ma vie personnelle aussi, je connais que des femmes qui ont subi des violences intrafamiliales, incestueuses, conjugales, professionnelles, dans l'espace public, chez le médecin... Autrement dit, tu connais aucune femme qui n'a pas été... Je connais aucune femme qui est passée entre les gouttes, en fait, j'en connais aucune. Et puis c'est drôle parce que, à part ceux de ma famille dont je vais taire les noms, parce que sinon je pourrais me poursuivre pour diffamation, parce que je suis prescrite. Donc je vais pas parler de qui sont les agresseurs dans ma famille, mais s'ils m'écoutent aussi, voilà, c'est à vous que je m'adresse. Mais à part eux, c'est dingue, je connais pas d'hommes violents autour de moi. Ils sont où ces hommes violents, ces bons pères de famille Donc vraiment, le message, c'est... Là, c'est pas écrit dessus, quoi. Non, c'est pas écrit dessus. C'est pas écrit dessus, et à chaque fois, c'est toujours nous les féministes et nous les victimes. Alors soit on se victimise et ouin. Alors quand c'est eux qui font ouin, ça marche, on les console. Quand c'est nous qui exagérons, mais eux, ils sont jamais remis en question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais que les médias se saisissent, en fait. C'est quoi un homme violent? C'est quoi un père incestueux? C'est quoi un Dominique Polico? Comment on les reconnaît, en fait, plutôt que de reprendre sans arrêt leur... Ah non, mais j'étais pas... Voilà, il y a viol, j'avais pas vraiment l'intention. Enfin, on peut plus continuer à reprendre les mots des agresseurs. C'est plus possible, en fait. En justice, c'est pareil. Le doute, il doit toujours bénéficier aux accusés. Ben, en fait, est-ce qu'on pourrait pas aussi changer ça, en fait? Le doute... On peut pas continuer à faire bénéficier le doute aux violeurs. Puisqu'on les considère pas comme des violeurs, on se dit toujours, ah, il a pas fait exprès. Ah, peut-être il est malade, faut qu'il se soigne. Ouais, mais c'est sûr que... En fait, ils sont où les hommes malades et ils sont où les hommes pas conscients? C'est quoi cette justification sans arrêt de la violence masculine? C'est vraiment ça, ce que nous on a fait vraiment, c'est d'associer les noms de ces violeurs aux mots violeurs. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de viol sans violeur. Si Gisèle Pelicot a été violée, c'est forcément par des violeurs. Ça. Et donc, du coup, il y en a plein autour, quand ils ont reçu le message, ils se sont dit, ah ouais, tiens, c'est une bonne idée d'aller violer une femme chez elle endormie. Mais, oh les gars. Ouais, c'est ça. C'est affolant, en fait. Il n'y en a aucun qui s'est dit, c'est une mauvaise idée. C'est ça, il n'y en a aucun qui s'est dit, c'est une mauvaise idée. Voilà. Il n'y en a aucun qui a dénoncé. Depuis le procès Pelicot et les 51 violeurs, je regarde plus les hommes de la même manière. Donc si on devait résumer, le procès, il a changé quoi en toi?
Et il m'a amené des sœurs, et ça c'est très précieux. Et puis il a encore aiguisé mon regard sur la stratégie des violeurs et la stratégie des hommes violents plus globalement. J'aimerais te laisser quelques minutes pour conclure. Tout ce que tu as envie de dire, peut-être quelque chose dont tu es particulièrement fière, heureuse, ou le message que tu veux faire passer aux femmes qui nous écoutent. Oh, je peux plutôt m'adresser aux femmes pour leur dire que c'est possible de se libérer des chaînes, des incapacités apprises, intériorisées, des interdits intériorisés. C'est possible d'avoir des lieux de résistance quand ce sera le moment pour elles. Mais que vraiment, moi, ça m'a beaucoup porté et ça me continue encore à me soutenir aujourd'hui de vous voir toutes, en fait. De voir comment vous vous organisez quand vous allez coller, de voir comment vous vous sécurisez quand vous montez sur les remparts, de voir toute cette sororité en action, en réel, en fait. Qui tiennent l'échelle, les autres tiennent... Enfin, il y a vraiment un soin l'une de l'autre. Et j'aimerais que toutes les femmes puissent profiter de ce soin, de cette douceur, de cette bienveillance, de cette sororité. Parce que faire cette expérience, la vivre, la voir, la approcher de près, c'est vraiment très précieux. Merci. Merci. Merci à vous. Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.